Et donc on démarre avec l'ESSEC, avec le directeur général de l'ESSEC, Vincent, je vais tout dire, Esposito Vinzi. Bonjour, bonjour Vincent. Bonjour, bonjour Stéphane. Merci beaucoup de venir nous voir. Et alors je vais commencer, alors je vous dis tout, c'est-à-dire quand vous rentrez dans ce studio, puis c'est la question que tout le monde vous pose de toute façon, voilà, on adore cet accent, on adore ce nom, on adore tout de l'Italie. Et donc on vous demande, mais vous êtes italien, vous êtes français et vous Les deux. Oui, mais vous êtes tout jeune français quand même. Oui, oui, je suis italien à l'origine et français depuis quelques mois, avec beaucoup d'honneur. Mais je peux vous demander pourquoi, pardon, hein, et vraiment, ce n'était pas le sujet, mais ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on a envie de devenir français? Mais oui, je suis arrivé en France il y a 14 ans, notamment à l'ESSEC en 2007, comme professeur de statistique. Et je viens de l'Italie, de l'île de Capri. Et voilà, donc toujours vécu dans un contexte, disons, international. Et comme je suis depuis 14 ans en France, je me plais beaucoup. Jusqu'à il y a quelques mois, je disais que je me sentais chez moi. Maintenant, je peux dire que je suis chez moi. Mais l'île de Capri, mon Dieu. Vous savez, je vais raconter ça. J'ai eu la chance d'y aller il y a longtemps, avant que ce soit... Et donc, vous montez l'île de Capri, je vous décris, donc évidemment, toute petite île, et puis vous montez à Anna Capri, qui est un tout petit peu au-dessus. Et donc, voilà, vous serpentez dans des virages, vous êtes en scooter. C'était il y a longtemps, hein, c'était une autre époque du tourisme, heureusement. Et à un moment, il y a un petit écriteau avec écrit, arrêtez-vous là, il y a la più bella vista del mundo. Voilà, c'est ça, je ne fais pas trop de barbarisme. La plus belle vue du monde. On va aller voir. Et c'était vrai. Je suis né à 500 mètres de cet endroit. Mon Dieu! Et vous avez la baie de Naples devant vous. C'est exact, tout à fait. La baie de Naples, tout à fait. Mais comment on peut quitter un endroit pareil? Oui, oui, j'ai quitté Capri pour Cergy. Voilà. Ce qui donne beaucoup d'espoir aux habitants de Cergy. Bon, j'étais déjà dans le milieu académique en Italie en tant que professeur des universités, mais j'étais très attiré justement par le système des écoles de commerce en France. Ouais. Et avec, voilà, on a été toujours un académique, mais avec un fort esprit entrepreneurial. Voilà, il y a 14 ans, j'ai fait le choix de rentrer dans ce système et rejoindre l'ESSEC. Rentrons dans ce paradoxe justement. En plus, professeur de statistique. Oh là 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 là, on n'est pas sorti, elle va être longue l'interview, les amis. Rentrons dans ce paradoxe. On est quand même un petit peu avec l'Italie d'ailleurs, peut-être le pays le plus anticapitaliste d'Europe. Vous êtes d'accord avec cette prémisse? Après, il faudrait voir comment on définit le capitalisme, mais voilà. En tout cas, alors on va dire qu'il refuse certains des éléments fondamentaux de l'économie de marché. Voilà, on va dire ça comme ça. Les simples principes de base de la consommation, du profit, hein, sont quand même très régulièrement challengés voilà, en France. Challenger, je dirais, oui. Challenger, voilà, bon, voilà. On est d'accord. Questionner, challenger, tout à fait. Questionner, challenger. C'est qui est devenu désormais aussi une question mondiale, compte tenu de ce qui est en train de se passer depuis une année. Et pourtant, on est donc 4 établissements dans le top 10 du classement des écoles de commerce du Financial Times. Tout à fait. Donc, je vais me permettre de citer HEC, INSEAD, ESSEC et le SCP. 22 écoles françaises sur les 90 meilleures écoles de commerce européennes. C'est exact. Est-ce que vous avez réfléchi à ce paradoxe? Oui, bien sûr, mais qui était quelque chose que je regardais aussi en tant que spectateur quand j'étais en Italie, et maintenant avec beaucoup de plaisir en tant qu'acteur. Mais il est évident, vous venez de le dire, les classements, mais aussi l'attractivité pour les étudiants internationaux, on pourra en parler si vous le souhaitez, tout à fait. montre clairement qu'il est évident que ce système de l'enseignement supérieur en management en France, il est très connu, aussi reconnu comme un système de premier plan au niveau international. Il y a quelques caractéristiques qui constituent un petit peu le cœur de ce système et qui sont un petit peu les atouts qui assurent la pertinence, mais aussi la réussite de ce système. Je pense que je peux en résumer 2-3 si vous le souhaitez. Allez-y, on a le temps. D'abord, je pense que le premier élément, c'est un petit peu l'excellence académique et la sélectivité. Ça, c'est extrêmement important. La manière dont les étudiants sont sélectionnés, la manière dont nous assurons avec des investissements l'excellence académique, tant dans les contenus que dans les modalités pédagogiques. Un deuxième pilier concerne la diversité des profils et des parcours des étudiants. Et un troisième pilier, c'est la richesse des expériences, je dis au pluriel, parce que l'expérience académique, elle est enrichie, intégrée d'une expérience professionnelle, une expérience internationale, une expérience multiculturelle, une expérience associative, une expérience multidisciplinaire. Et quand vous faites la somme de tous ces éléments, il n'y a pas d'autre système au monde où vous trouvez un tel mélange, une telle alchimie positive
surtout pour des gens, si nous prenons par exemple le programme Grande École, qui sont assez jeunes. Et du coup, ça mène à des diplômés qui sont très rapidement opérationnels et qui peuvent aussi assez rapidement prendre des responsabilités managériales. Si vous comparez ça avec totalement ouvert au monde, et totalement ouvert au monde. Avec un esprit très ouvert. Et ça, c'est aussi une caractéristique assez unique de l'ESSEC, parce qu'en plus de tout cela, qu'est-ce que nous faisons à l'ESSEC pour ces étudiants? Les étudiants, moi je préfère dire que nous ne formons pas les étudiants se forment et se transforment chez nous. Ça change complètement le paradigme. Je vais reprendre alors, 2 des 3 éléments que vous avez mis en avant. D'abord, l'excellence académique, c'est-à-dire, ça aussi c'est un sujet avec lequel on a un problème. La sélectivité, vous avez le sentiment que c'est un cercle vertueux que vous créez, c'est-à-dire les meilleurs attirent les meilleurs, qui attirent les meilleurs, qui attirent les meilleurs professeurs, qui permettent d'avoir les meilleurs locaux. C'est un cercle vertueux qui est créé grâce à cette sélectivité aujourd'hui? C'est un cercle vertueux, et vous voyez bien que moi j'ai rajouté une deuxième dimension qui est celle de la diversité des profils et des parcours. Oui, mais alors justement, allons-y tout de suite sur la diversité. La diversité des profils, est-ce qu'elle peut être toujours respectée quand, pardon, excusez-moi l'image, ces écoles de commerce ressemblent de plus en plus à des clubs de foot? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère dans les salaires pour attirer les meilleurs professeurs, pour attirer l'excellence académique. Et donc derrière, vous avez quasi mécaniquement des frais d'enseignement qui augmentent de manière très spectaculaire quand même depuis quelques années. C'est une question d'équilibre et d'exigence. D'abord, quand on parle de frais de scolarité, il faut comprendre par rapport à quoi nous faisons la comparaison. Il suffit de faire d'une année sur l'autre. C'est quoi? On est sur des augmentations de 50% sur les 5 dernières années? Ça dépend de quel programme, ça dépend de quel... Enfin, en tout cas, c'est plusieurs dizaines de pourcents. Mais si nous comparons, moi, je ferai une distinction entre les frais de scolarité et le coût de scolarité pour l'institution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les frais de scolarité, si nous prenons le programme Grande École, sont inférieurs au coût de scolarité que l'institution supporte pour former chaque étudiant. Non, mais alors, Vincent, qu'on soit très clair, moi, j'ai pas d'avis sur savoir si c'est cher, si c'est pas cher. Ça, pour le coup, est-ce que vous arrivez à maintenir la diversité des profils? Absolument. Malgré cette hausse des frais d'inscription? Absolument, parce que dès qu'on identifie pendant le processus de sélection des étudiants qui méritent de faire l'ESSEC pour des questions justement de qualité académique, d'intérêt du profil, la question financière ne se pose pas parce que nous avons des bourses sociales. Il y a tout un système justement d'ouverture sociale, de soutien de la fondation de l'ESSEC qui permet justement de résoudre les questions financières. L'apprentissage, qui est un élément historique de l'ESSEC depuis 1993, c'est la seule école de management qui est un centre d'un CFA. Et justement, on a aujourd'hui, juste pour vous partager quelques chiffres, on a environ 750 étudiants, toutes formations confondues, en apprentissage, avec un objectif pour, d'ici 2 ans, d'arriver à 1000 apprentis, qui est aussi un soutien financier pour les étudiants. Il y a un système de quotas? C'est-à-dire que vous vous dites, il faut que j'ai, j'en sais rien moi, 10-20% d'étudiants boursiers au sein de l'ESSEC tous les ans? Aujourd'hui, nous en avons 22%. Et nous avons pris un engagement. Par ailleurs, on collabore sur ce sujet avec le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Il y a aussi un groupe de travail qui se met en place avec des résultats qui viennent de sortir. Et donc, on a l'objectif, d'ici 3 ans, de passer à 27%. Est-ce que les diplômes... Alors, oui, les diplômes 2019-2020, on va commencer par cela. Est-ce qu'ils valent les diplômes C'est la première génération Covid, finalement, qui est sortie de l'ESSEC. Est-ce qu'ils valent les diplômes des autres années? Oui, alors, il faut d'abord dire que nous avons réussi à assurer la continuité des activités pédagogiques avec un transfert pratiquement immédiat au digital. On va y venir, mais extrêmement important. Est-ce que pour vous, ce sont les mêmes diplômes? L'ESSEC a fait en sorte d'assurer autant que possible la même qualité des expériences au pluriel pour l'ensemble des étudiants. À savoir aussi que le monde professionnel est aussi en train de changer. Donc, il faut prendre dans chaque situation, qui est bien évidemment une situation malheureuse, on a vécu une année, j'ose dire, morose, difficile, complexe, ça c'est vrai à l'échelle mondiale, mais c'est vrai aussi que le monde professionnel est en train de changer et le monde qui vient ne ressemble pour certains aspects plus au monde précédent. Donc l'expérience que les étudiants sont en train de faire à l'école via le digital, c'est aussi en partie l'expérience qu'ils vont retrouver dans le monde du travail avec du travail à distance, le télétravail, le remote working, qui était jusqu'avant hier même vu avec suspicion en France. Tout à fait. Pas forcément dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Donc aujourd'hui, même les managers ont appris ou sont en train d'apprendre à manager des équipes à distance. Donc le talent management
via le digital et à distance multiculturelle deviennent la réalité de les entreprises. Donc, ce que nous sommes en train de faire à l'ESSEC, c'est de faire en sorte que les contraintes de la situation actuelle, on va les transformer en opportunités pour fournir cette nouvelle dimension de formation à nos étudiants. J'ai lu qu'en fait, l'enseignement distanciel, c'était pas, et vous avez raison, c'est exactement comme pour le travail, c'est pas mettre un prof devant une caméra, c'est une révolution pédagogique. Absolument. Oui, vous pensez absolument, ça et absolument. quelque chose qui absolument. restera. Les professeurs ont beaucoup joué le jeu, justement. Il ne s'agissait pas du tout, si éventuellement quelqu'un l'a fait, il s'est trompé, il ne s'agissait pas du tout de répéter exactement ce qu'on fait dans un amphithéâtre, dans une salle de cours en présentiel, et le répéter en face d'une caméra. Moi, j'ai fait toujours la comparaison de dire, un professeur, c'est aussi un acteur de théâtre. Quand il rentre dans la salle de cours, il faut, oui, transmettre du savoir, mais c'est aussi partager une expérience et une émotion, c'est extrêmement important. Maintenant, avec la caméra, il est devenu un acteur de cinéma. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, il y a d'autres dimensions qu'il faut aller chercher, donc ça demande de l'innovation pédagogique. Ça demande, on ne peut pas imaginer un cours magistral pendant 2 heures, top-down à l'écran. Il faut faire des séances plus courtes, il faut beaucoup plus d'interaction avec les étudiants, etc. Mais alors c'est ça veut dire que contrairement, c'est parfaitement contre-intuitif, c'est-à-dire que finalement, cette révolution pédagogique pourrait amener plus de proximité entre les professeurs et les étudiants, avec une individualisation beaucoup plus forte de l'enseignement. Oui, c'est un autre type d'engagement, justement, parce que justement, aujourd'hui, il y a une, je dirais, personnalisation, une customisation, justement, de l'enseignement, tant dans le contenu, mais aussi dans les modalités. Parce que justement, il y a des étudiants qui peuvent aller à des rythmes différents, et donc il faut voir aussi l'arrivée du digital comme un élément qui est en train de stimuler l'innovation pédagogique. Moi, je dirais que tous ceux qui ont été en train de réfléchir avant, pendant cette période, a subi une très forte accélération. C'est ça le côté positif qu'on peut en trouver dans cette période. Juste question, parce qu'elle se pose, elle est dans l'actualité. Vous avez un certain nombre, alors vous avez une pétition qui circule depuis un petit moment maintenant, qui demande un remboursement d'une partie des frais de scolarité. Alors c'est pour l'ensemble des grandes écoles, mais l'ESSEC est évidemment concerné. Votre position, j'imagine, c'est de dire non, on n'a pas dégradé l'enseignement, quoi. Voilà, alors, on n'a pas dégradé l'enseignement. Ça ne coûte pas moins cher aujourd'hui qu'hier, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements, notamment dans la technologie. Mais aussi, ce qui est très important, nous souhaitons par contre regarder des cas individuels, c'est ça que nous sommes en train de faire, des cas individuels d'étudiants pour lesquels des familles pourraient se trouver dans de nouvelles situations de détresse financière, et ce sont les cas que nous sommes en train de traiter au niveau individuel. Le Financial Times disait en publiant son classement qu'en fait le financement des grandes écoles de commerce en Europe était de plus en plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, vous, aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle économique... Le modèle économique est en train d'évoluer. Qui est en train d'évoluer et compliqué à tenir. Oui, pendant quelques années, je prends l'exemple des écoles en France, il y avait une partie pas du tout majoritaire, on était, disons, environ 10% de subventions publiques d'exploitation. Aujourd'hui, ces subventions publiques sont en voie de disparition, et la disparition de ces subventions est, je dirais, annoncée. Mais en même temps, si je prends l'exemple spécifique de l'ESSEC, qui est la maison dont je porte la responsabilité, malgré cette baisse de subventions publiques d'exploitation, on arrive à avoir un budget à l'équilibre. Il faut savoir que l'ESSEC est une association loi 1900, donc c'est une association à but non lucratif. Il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas d'investisseurs, il y a des parties prenantes, et il me semble extrêmement important que l'école soit capable d'assurer l'équilibre de son fonctionnement, parce qu'ensuite, on a besoin de faire des investissements. Mais bien sûr. Et c'est là qu'il faut aller chercher des investissements, mais pour le développement. Je ne parle pas d'investissement pour le fonctionnement, mais plutôt des investissements pour le développement. Et notamment le développement digital. Notamment le développement digital. La dernière question, c'est quand même effectivement, et vous avez démarré tout de suite là-dessus, c'est la fermeture des frontières et c'est la difficulté forcément que vous avez eue avec des étudiants étrangers qui représentent aujourd'hui... Alors c'est un sujet extrêmement intéressant. Il faut savoir, ça, on revient à la question sur l'attractivité de ce système, et notamment de l'ESSEC. Nous avons eu cette année beaucoup plus de candidats internationaux pour nos programmes en dépit de la Covid. Pour l'ESSEC, nous avons eu, tout programme confondu, 50% de plus de candidatures qui venaient de l'international. Et pour la grande majorité, dans la fourchette haute de qualité. Ce qui montre qu'on a été plus attractif tout en étant autant sélectif. C'est extrêmement important, c'est justement l'attractivité du système. C'est aussi une question géopolitique, parce qu'il faut savoir que la nationalité numéro 1
parmi les étudiants internationaux, les SEC, ce sont les Chinois. Ensuite, on a les Indiens, les Marocains, les Italiens, les Allemands et les autres. Et du coup, la situation géopolitique, compte tenu des relations, disons, tendues entre la Chine et les États-Unis, la question dans le Royaume-Uni du Brexit, du coup, c'est flou d'étudiants internationaux se tournent de plus en plus vers l'Europe, de plus en plus vers l'Europe continentale et de manière spécifique vers la France. Et en management, nous sommes vraiment, je dirais, au cœur du réacteur avec vraiment beaucoup d'attractivité et des parcours singuliers, aussi avec des stratégies, parce que c'est ça l'intérêt. Ces derniers mois, nous l'avons appelé avec des stratégies, parce qu'après, dans les différentes écoles, on peut avoir différentes stratégies. Et ce que nous sommes en train de faire à l'ESSEC, c'est vraiment de mettre un petit peu l'humain à nouveau au cœur de nos dispositifs, tant pour le digital que pour les questions de l'environnement et sociétal, que pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Vincent, alors on est au bout de cet entretien, mais je trouve qu'il y a énormément d'éléments. Enfin, il faut réécouter tout ça et se dire que c'est énormément d'éléments. Si on pouvait les étendre à l'ensemble de notre pays, ouais, on aurait là des réponses et des stratégies qui seraient très, très intéressantes. Enfin, on sent bien qu'il y a une carte à jouer à travers tout ce que vous nous dites. Pour l'Europe, pour la France, dans cette position très particulière aujourd'hui, avec cette excellence académique. Enfin, il y a de quoi être fier, quoi. Et former des leaders du demain qui soient responsables, inclusifs et prêts. Bien évidemment, la connaissance académique, le savoir est extrêmement important, mais il faut conjuguer ça au savoir-faire, au savoir-être. Ouais, on a besoin de leaders responsables, inclusifs, qui soient capables d'agir, oui, pour avoir un impact sur la société, mais qui soient aussi capables de transformer et de fédérer autour d'eux. Donc, arriver à conjuguer un petit peu des intérêts locaux avec des intérêts globaux. In fine, ce que nous essayons de faire avec nos stratégies, on a besoin d'un mieux-être de l'humanité. Sans oublier que quand même, tout en bas du bilan, il faut qu'il y ait un plus. Quel tout bilan? Ça, du bilan de l'entreprise, du bilan de tout, du bilan de l'activité. Voilà. Comment on arrive à conjuguer voilà, on est d'accord. Quand on parle de création de valeur, elle est tant économique que sociale. Vincent Esposito Vinzi, donc, était notre premier invité sur Bismart. Merci beaucoup.